Le miroir reflétait mon visage gonflé tandis que je tenais le test de grossesse de mes mains tremblantes, sachant que cette petite fenêtre bleue confirmait non seulement une vie qui grandissait en moi, mais la fin de la vie que je connaissais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucun des prochains chapitres de cette histoire qui peut toucher votre âme de façon que vous n'imaginez même pas. Mon nom est Séraphine, et à 23 ans, je croyais connaître tous les secrets de notre maison de pierre centenaire de Lyon. Les murs épais gardaient les histoires de générations de la famille Dubois, mais aucune aussi sombre que celle que j'étais sur le point de porter à jamais. C'était octobre 1987, et les feuilles dorées de l'automne français dansaient par la fenêtre de ma chambre tandis que j'admirais ma robe de mariée suspendue dans l'armoire antique de ma grand-mère. La dentelle délicate, brodée à la main par les religieuses d'un couvent proche, semblait murmurer des promesses de bonheur que je découvrirais bientôt être de cruels mensonges. Matteo, mon fiancé, était professeur de littérature à l'université locale. Ses yeux verts brillaient toujours quand il récitait Verlaine ou quand il parlait des livres qu'il écrirait un jour. Nous nous étions rencontrés à la bibliothèque municipale, où je travaillais à cataloguer des manuscrits anciens. Ce fut le coup de foudre, de ceux qui font s'accélérer le cœur et transpirer les mains. Il représentait tout ce dont je rêvais, gentillesse, intelligence et une perspective du monde qui s'étendait bien au-delà des traditions étouffantes de ma famille. Mon père, Bastien Dubois, était un homme respecté dans la communauté. Propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans le centre historique de Lyon, il maintenait une façade impeccable devant les voisins et les affaires. Grand, aux épaules larges et toujours vêtu de costumes parfaitement coupés, il commandait notre maison d'une main de fer déguisée en autorité paternelle. Ma mère, Célestine, était l'épouse soumise parfaite, acquiesçant toujours en silence et détournant le regard quand ses paroles devenaient plus âpres. Notre routine familiale suivait un schéma rigide. Dîner à cette heure précise, messe le dimanche, et conversation qui ne dépassait jamais les limites de ce qui était approprié pour une famille catholique traditionnelle. J'ai grandi en croyant que l'obéissance était synonyme d'amour, et que questionner l'autorité paternelle était un péché qui me mènerait directement en enfer. La préparation du mariage était devenue un champ de bataille silencieux. Papa insistait pour contrôler chaque détail, le lieu de la cérémonie, la liste des invités, jusqu'à la musique qui serait jouée. Matteo tentait d'intervenir diplomatiquement, mais je cédais toujours aux exigences paternelles, craignant les conséquences d'une confrontation directe. Séraphine, tu dois comprendre qu'un mariage ne concerne pas seulement toi et ton petit ami, disait papa, sa voix grave résonnant dans la salle à manger ornée de meubles sombres de l'époque Louis XV. Il s'agit de famille, de tradition, de réputation. Nous ne pouvons pas permettre que des choix impulsifs ruinent des décennies de construction de notre nom. Je baissais la tête et murmurais un « oui, papa », automatiquement, tandis qu'à l'intérieur une partie de moi criait pour la liberté. Matteo percevait mon angoisse, mais je minimisais toujours, disant que c'était juste des nerfs pré-mariage. Comment aurais-je pu expliquer que je vivais sous le poids d'une oppression que je ne comprenais même pas complètement? À 2 semaines du mariage, la tension à la maison était devenue presque palpable. Maman se promenait dans la maison comme un fantôme, chuchotant des prières et évitant mon regard. Papa était encore plus contrôleur, questionnant chacun de mes mouvements, chaque appel téléphonique de Matteo, chaque décision liée à la cérémonie. Ce fut un jeudi pluvieux que tout commença à s'effondrer. Matteo avait appelé pour parler de quelques ajustements de dernière minute au banquet, et papa avait décroché le téléphone. La conversation, qui aurait dû être brève, s'étendit sur plus d'1 heure. J'entendis des fragments à travers la porte du bureau, discussions sur l'argent, sur le contrôle, sur ce qui était le mieux pour Séraphine. Quand papa raccrocha finalement, son visage était rouge de colère. Il m'appela pour une conversation privée dans son bureau, cet environnement sombre rempli de livres anciens et de l'odeur persistante de cigares cubains. Ton petit ami a des idées très libérales sur le rôle de la femme dans le mariage, dit-il, marchant lentement autour de la table en acajou poli. Il semble qu'il pense que tu devrais continuer à travailler après le mariage, voyager, prendre tes propres décisions. C'est inacceptable. Mon cœur commença à battre plus fort. Papa, Matteo me respecte. Il veut que je sois heureuse. Le bonheur, il rit amèrement, est un mot dangereux, Séraphine. Le bonheur, c'est avoir un foyer stable, des enfants en bonne santé, un mari qui subvient aux besoins. Ce n'est pas cette fantaisie moderne de réalisation personnelle qu'il te met dans la tête. Je me levai de ma chaise,
sentant un courage inédit. J'aime Matteo, papa. Et il m'aime. Je ne laisserai pas tes idées archaïques ruiner ma chance d'être heureuse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Papa cessa de marcher et me fixa avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux bleus, généralement sévères mais familiers, ressemblaient maintenant à ceux d'un étranger. Tu vas l'épouser, dit-il lentement, mais pas de la façon dont tu l'imagines. Tu vas apprendre quelle est ta place dans ce monde, et je vais m'en assurer personnellement. Je sortis du bureau les jambes flageolantes, sans comprendre complètement la menace implicite dans ses paroles. Dans les jours qui suivirent, papa se comportait étrangement, excessivement attentionné avec moi, mais avec un regard qui me faisait me sentir comme une proie observée par un prédateur. La semaine précédant le mariage aurait dû être la plus heureuse de ma vie. Au lieu de cela, elle devint un cauchemar que je n'arrivais pas à nommer. Papa commença à apparaître dans ma chambre tard le soir, sous divers prétextes, vérifier si j'allais bien, apporter un verre de lait chaud, ou simplement, parler de l'avenir. Pendant ces visites nocturnes, il s'asseyait au bord de mon lit et parlait de mariage, d'obéissance, de comment une femme devait se comporter. Ses mains, grandes et calleuses, touchaient parfois mon épaule ou ma main, geste qu'il justifiait comme de l'affection paternelle, mais qui me mettait mal à l'aise d'une façon que je n'arrivais pas à expliquer. Tu dois comprendre, Séraphine, disait-il une de ces nuits, sa voix basse et hypnotique dans l'obscurité de ma chambre, que le mariage est un abandon total. Tu ne seras plus seulement toi-même, mais une extension de ton mari, de ta famille. Certains sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. Je restais immobile dans le lit, feignant d'être presque endormi, mais mon corps était tendu comme une corde de violon. Quelque chose n'allait pas, profondément pas, mais je n'arrivais pas à nommer quoi. Mon éducation catholique rigide m'avait appris à respecter l'autorité paternelle sans questionnement, et la partie de moi qui se sentait alarmée fut réduite au silence par la voix intérieure qui répétait « C'est ton père. Il t'aime. Tu imagines des choses. » Ce fut le vendredi, 6 jours avant le mariage, que la situation escalada de façon irréversible. Maman était partie voir sa sœur malade à Bordeaux et ne reviendrait que dimanche. Papa dit que nous devions profiter pour régler quelques affaires importantes concernant le mariage. Pendant le dîner, il servit du vin, quelque chose d'inhabituel pour un repas entre nous deux seulement. Je buvais rarement de l'alcool, mais il insista, disant que c'était pour célébrer cette étape importante de ma vie. Le vin avait un goût étrange, légèrement amer, mais je ne questionnais pas. Après le dîner, je commençais à me sentir étrangement somnolente et désorientée. Papa m'aida à monter dans ma chambre, disant que j'avais besoin de me reposer pour être belle pour les derniers préparatifs du mariage. « Séraphine, dit-il, m'aidant à m'asseoir sur le lit, tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai, mon esprit embrumé par ce qui était dans ce vin. « Bien sûr, papa. Et tu sais que tout ce que je fais est pour ton propre bien. » J'acquiesçai de nouveau, même si une partie distante de moi criait que quelque chose n'allait terriblement pas. C'est alors qu'il commença à parler de me préparer adéquatement pour le mariage, de comment j'avais besoin de comprendre complètement ce qu'on attendait d'une épouse. Ses mains commencèrent à toucher mon visage, mes épaules, d'une façon qui n'avait jamais été appropriée entre père et fille. « Non, papa », réussis-je à chuchoter quand je compris finalement ses intentions, mais ma voix sortit faible et déformée par les effets de ce qu'il avait mis dans ma boisson. « Chut, dit-il, sa voix maintenant complètement différente, prédatrice et froide. C'est nécessaire, Séraphine. C'est une partie du processus. Tu comprendras un jour. Ce qui arriva dans les heures suivantes fut une horreur que mon esprit refuserait de traiter complètement pendant des années. Papa me viola de façon systématique et calculée, justifiant chaque acte comme éducation et préparation. Quand je tentais de résister, il me rappela que personne ne me croirait, que je détruirais non seulement notre famille, mais aussi Matteo, si je racontais à quelqu'un. Qui va croire qu'un père respecté comme moi ferait quelque chose comme ça? Chuchota-t-il à mon oreille pendant que je pleurais silencieusement. Et même s'il te croit, tu penses que ton précieux Matteo voudra encore t'épouser après avoir su que tu n'es plus pure? Tu penses qu'il voudra une femme, utilisée? Je passais tout le samedi enfermé dans ma chambre, prétendant être grippée. Mon corps me faisait mal de façon que je n'arrivais pas à nommer, et mon âme semblait avoir été brisée en millions de fragments. Quand maman revint le dimanche, elle commenta que j'étais pâle, mais attribua cela au nerf pré-mariage. Papa se comportait normalement, comme si rien ne s'était passé.
Pendant le déjeuner en famille, il plaisanta même sur le fait que j'étais, finalement en train de mûrir, et que Matteo était un homme chanceux. Chaque mot était comme un coup de couteau, mais je gardais un sourire forcé, trop traumatisé pour réagir. Les jours suivants passèrent comme un flou. Je fonctionnais en pilote automatique, souriant quand ils attendaient que je sourie, acquiesçant quand ils attendaient que j'accepte, mais à l'intérieur j'étais complètement fragmenté. Matteo remarqua mon changement de comportement et tenta de parler, mais j'inventais des excuses sur la nervosité et la fatigue. « Tu es sûr que tu vas bien, mon amour ?» demanda-t-il le mardi, 3 jours avant le mariage, tenant ma main pendant que nous marchions dans le parc de la Tête d'Or. « Tu sembles différente. » Je regardais ses yeux verts pleins d'inquiétude et d'amour, et pendant un moment je considérais tout raconter. Mais alors j'entendis la voix de papa résonner dans mon esprit. Il ne voudra pas d'une femme utilisée. La honte et la peur me firent taire une fois de plus. Je suis juste nerveuse, mentis-je, forçant un sourire. C'est normal, n'est-ce pas? Toutes les mariées sont comme ça avant le mariage. Le mercredi, un jour avant le mariage, mes règles auraient dû arriver. Elles avaient toujours été régulières comme une horloge, mais ce jour-là, rien. Mon cœur commença à battre de façon désordonnée tandis qu'une possibilité terrible se formait dans mon esprit. J'attendis jusqu'au jeudi matin, le jour de mon mariage, pour être sûre. Je me réveillai avant l'aube et allai jusqu'à la pharmacie de Madame Rousseau, au coin de la rue, achetant un test de grossesse avec les mains tremblantes. De retour dans ma chambre, je verrouillai la porte et fis le test avec le cœur martelant dans ma poitrine. 2 lignes. Positif. Je m'assis sur le sol de la salle de bain, tenant ce petit objet qui confirmait mon pire cauchemar. J'étais enceinte. Enceinte de mon propre père. Le jour de mon mariage. Les larmes commencèrent à couler sans contrôle tandis que la réalité de la situation s'installait dans mon esprit. Comment pourrais-je épouser Matteo en portant cette monstruosité? Comment pourrais-je regarder dans les yeux de l'homme que j'aimais et faire des vœux d'honnêteté tout en cachant un secret si terrible? Mais aussi, comment pourrais-je ne pas me marier? Tout le monde était déjà en route vers l'église. Les invités, le prêtre, la nourriture, la musique, tout organisé et payé. Si j'annulais maintenant, je devrais expliquer pourquoi, et expliquer signifierait détruire non seulement ma vie, mais la vie de tous ceux que j'aimais. Je restais là assise pendant des heures, paralysée entre 2 possibilités également dévastatrices. Je pouvais entendre maman appeler d'en bas, disant qu'il était temps de commencer à se préparer, que Matteo avait appelé en voyant son amour et disant qu'il avait hâte de me voir à l'hôtel. Ce fut dans ce moment de désespoir absolu que quelque chose en moi se brisa et se réorganisa d'une façon complètement nouvelle. Je regardai dans le miroir de la salle de bain et vis non pas la fille obéissante que j'avais été élevée à être, mais une femme qui devait faire un choix qui définirait le reste de sa vie. Je me levai lentement, essuyai mes larmes et pris la première décision vraiment mienne depuis que tout avait commencé. Je n'allais pas me marier ce jour-là. Je n'allais pas porter ce secret dans ce qui devrait être une relation basée sur la vérité et l'amour. Et plus important, je n'allais pas permettre que papa détruise plus de vie que la mienne. Mais je savais aussi que cette décision ne serait que le début d'un voyage beaucoup plus difficile et dangereux que tout ce que j'avais affronté jusqu'alors. Quand je descendis les escaliers vêtus de mes vêtements ordinaires au lieu de la robe de mariée, le silence qui s'installa dans le salon fut assourdissant, c'était comme si l'air lui-même avait été aspiré de l'environnement. Maman arrangeait les dernières fleurs dans le vase de la table basse, fredonnant doucement une chanson qu'elle avait l'habitude de me chanter quand j'étais enfant. Papa lisait le journal dans son fauteuil de cuir, comme il le faisait tous les matins. La scène domestique semblait si normale, si parfaite, que pendant un moment je questionnais ma propre sanité. Est-ce que tout cela avait été un terrible cauchemar? Est-ce que je perdais la raison? Mais... Alors papa leva les yeux de son journal et me regarda, et dans ce regard il y avait une satisfaction cruelle qui confirma chaque horreur de la nuit de vendredi. Il savait exactement ce qu'il avait fait, et pire, il en était fier. Séraphine, la voix de maman brisa le silence, teintée d'une inquiétude croissante. Pourquoi tu ne te prépares pas? La cérémonie est dans 3 heures, ma chérie. Je ne vais pas me marier aujourd'hui, les mots sortirent de ma bouche avant même que j'aie le courage de les penser complètement. Le journal glissa des mains de papa. Maman laissa tomber la rose qu'elle arrangeait. Le tic-tac de l'horloge antique du mur sembla soudain fort comme des tambours de guerre. Qu'est-ce que tu as dit? Papa se leva lentement, sa voix dangereusement basse. J'ai dit que je ne vais pas me marier aujourd'hui. Ma voix trembla, mais ne se brisa pas. Ni aujourd'hui, ni jamais.
Pas avec Mathéo. Pas après ce que tu as fait. Maman regarda entre nous deux, confuse. De quoi elle parle, Bastien? Séraphine, tu as de la fièvre? Les nerfs pré-mariage peuvent causer. Dis-lui, dis-je, regardant directement papa. Raconte à maman ce que tu m'as fait vendredi soir. Raconte tes leçons de mariage. La couleur disparut du visage de papa, mais fut rapidement remplacée par une colère froide. Tu délires, Séraphine. Les nerfs pré-mariage peuvent causer des hallucinations, n'est-ce pas, Célestine? Peut-être devrions-nous appeler le docteur Moreau. Je ne délire pas, criai-je, et pour la première fois de ma vie, ma voix résonna dans la maison avec toute sa force. Tu m'as drogué, tu as abusé de moi. Et maintenant je suis enceinte. Le vase avec les fleurs glissa des mains de maman et se brisa au sol. L'eau se répandit sur le tapis persan, se mélangeant avec les pétales blanches des roses, créant une image qui resterait gravée à jamais dans ma mémoire comme le moment où notre famille se brisa irréparablement. Mon Dieu! Chuchota maman, ses mains couvrant sa bouche. Mon Dieu! Non, ça ne peut pas être vrai. Papa s'approcha de moi à pas calculés, comme un prédateur encerclant sa proie. Tu es très confuse, Séraphine. Clairement en train de souffrir d'une sorte d'effondrement nerveux. Les personnes dans cet état peuvent créer de faux souvenirs très convaincants. N'essaie pas de me faire douter de ma propre sanité, m'exclamai-je, reculant jusqu'à ce que je touche le mur. Je me souviens de chaque détail horrible. Je me souviens du goût étrange du vin. Je me souviens de toi disant que personne ne me croirait. Je me souviens de tes mains à des endroits où un père ne devrait jamais toucher. Ça suffit. Papa rugit, et pour la première fois je le vis perdre complètement le contrôle. Tu ne vas pas détruire cette famille avec tes mensonges malades. Tu vas monter là-haut, tu vas mettre cette robe, et tu vas te marier comme prévu. Bastien, la voix de maman était un chuchotement brisé, regarde-la. Regarde-la vraiment. Quand est-ce que tu as vu notre fille aussi, hantée pour la dernière fois? Quelque chose de terrible s'est passé. Je peux le voir dans ses yeux. Pendant un moment, je pensais que maman pourrait me croire. Que j'aurais finalement une alliée dans cette maison d'horreur. Mais alors papa se tourna vers elle avec ce regard que nous connaissions bien, le regard qui faisait taire les questionnements et exigeait l'obéissance absolue. Célestine, tu connais ta fille. Elle a toujours été dramatique, encline à la fantaisie. Tu te souviens quand elle avait 12 ans et insistait qu'elle avait vu la Vierge Marie dans le jardin? C'est pareil, un esprit jeune sous pression créant des réalités alternatives pour échapper à la responsabilité adulte. Maman hésita, et dans cette hésitation je vis toutes les fois où elle avait choisi la paix au lieu de la vérité, la conformité au lieu du courage. Je vis des décennies de soumission silencieuse, de questions ravalées, d'instincts maternels étouffés par le besoin de maintenir l'ordre familial. Peut-être que le docteur Moreau pourrait venir avant la cérémonie, dit-elle finalement, évitant mon regard. Juste pour s'assurer qu'elle va bien. La trahison fut comme un coup de poing dans l'estomac. Ma propre mère choisissait de protéger la réputation de la famille au lieu de protéger sa fille. À ce moment-là, je compris que j'étais vraiment seule. Pas besoin de médecin, dis-je, redressant les épaules et trouvant une force que je ne savais pas posséder. Parce que je ne serai pas là quand il arrivera. Tu ne vas nulle part, dit papa, commençant à se diriger vers moi. Pas jusqu'à ce que tu règles cette crise et que tu remplisses tes obligations. Mes obligations? Je ris amèrement. Ma seule obligation maintenant est envers moi-même et envers. Je touchais instinctivement mon ventre, où une vie innocente grandissait comme résultat d'une violence indescriptible. Et envers cet enfant qui n'a pas demandé à être conçu dans le péché. Ne parle pas comme ça, papa explosa. Tu n'es enceinte de rien du tout. C'est une autre fantaisie malsaine que tu as créée pour éviter le mariage. Je montai les escaliers en courant, avec papa juste derrière. Je m'enfermai dans ma chambre et commençai à jeter des vêtements dans une petite valise, pendant qu'il frappait à la porte et exigeait que j'ouvre. Séraphine. Ouvre cette porte immédiatement. Nous allons parler comme des personnes civilisées. Civilisées? Criai-je en retour pendant que j'emballais les quelques bijoux que ma grand-mère m'avait laissés. Il n'y a rien de civilisé dans le fait de violer sa propre fille. Le martèlement à la porte s'arrêta abruptement. Quand papa parla de nouveau, sa voix était contrôlée, mais chargée d'une menace qui me glaça les os. Si tu sors par cette porte, Séraphine, il n'y a pas de retour. Tu seras morte pour cette famille.
Ton nom ne sera plus jamais mentionné dans cette maison. Et quant à ton précieux Matteo, eh bien, il mérite de savoir quel genre de femme il a failli épouser. Une qui invente des histoires sordides sur son propre père pour fuir ses responsabilités. J'arrêtai de ranger les vêtements, mon cœur battant de façon désordonnée. Papa connaissait mon point faible, mon amour pour Matteo et ma terreur qu'il découvre ce qui s'était passé et me rejette. Je vais lui raconter exactement ce que tu m'as dit ici. Papa continua, sa voix maintenant soyeuse et cruelle. Que tu m'as accusé de choses impensables parce que tu ne voulais pas te marier. Que tu es mentalement instable. Que peut-être il a eu de la chance de découvrir ça avant de ruiner sa vie. Les larmes commencèrent à couler de nouveau. Papa savait toujours exactement où appuyer pour me briser. Mais alors je me souvins du test de grossesse caché dans le tiroir de ma table de chevet. Je me souvins de la réalité indéniable qui grandissait en moi. Je me souvins que rester signifierait non seulement continuer à vivre avec mon abuseur, mais potentiellement exposer un enfant innocent à la même horreur. Tu peux raconter ce que tu veux à qui tu veux, dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. La vérité est la vérité, indépendamment de qui y croit. J'ouvris la fenêtre de ma chambre. C'était une chute de seulement 3 mètres jusqu'au toit de l'annexe, quelque chose que j'avais fait des dizaines de fois. Quand j'étais adolescente pour m'échapper pour des rendez-vous secrets avec des amis. Mais cette fois, ce n'était pas une aventure adolescente, c'était une fuite désespérée pour ma survie. Je jetai la valise d'abord, puis montai sur le rebord de la fenêtre. Derrière moi, papa avait réussi à ouvrir la porte, probablement avec la clé maîtresse qu'il gardait pour les « urgences ». J'entendis ses pas lourds rentrant dans la chambre. « Séraphine, ne fais rien de stupide. Nous pouvons résoudre ça en famille. » Je regardai en arrière une dernière fois. Papa était debout au milieu de la chambre, plus l'homme autoritaire et contrôleur, mais quelqu'un qui se rendait soudain compte qu'il perdait le contrôle de la situation. Derrière lui, maman apparut à la porte, son visage un masque de confusion et de désespoir. « Je t'aime, maman, » dis-je en chuchotant. « Mais je ne peux pas rester ici. » Et alors je sautai. L'impact avec le toit fut plus dur que je ne me souvenais de l'adolescence, mais l'adrénaline masqua la douleur. Je pris ma valise et glissai jusqu'au bord du toit de l'annexe, d'où il était possible de sauter sur le mur du jardin et de là à la rue. J'entendis papa crier de la fenêtre de ma chambre, sa voix résonnant dans le matin silencieux. « Reviens ici maintenant. Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as pas d'argent, tu n'as personne. Tu reviendras en rampant dans une semaine. » Mais j'étais déjà en train de courir dans la rue de la République, me mêlant à la foule matinale de Lyon. Des gens pressés allant au travail, des touristes admirant l'architecture Renaissance, des commerçants ouvrant leurs magasins, la vie normale continuait pendant que mon monde s'effondrait complètement. Ce n'est que quand j'arrivai à la gare de Lyon-Part-Dieu que je me rendis compte de l'ampleur de ce que j'avais fait. Je n'avais aucun plan. J'avais des économies suffisantes pour peut-être une semaine d'hôtel bon marché et des billets de train. Je ne connaissais personne en dehors de Lyon à part quelques parents éloignés qui seraient certainement du côté de papa s'ils connaissaient l'histoire. Je m'assis sur un banc de la gare et ouvris mon portefeuille. 120 francs. C'était tout ce que j'avais au monde. Ce fut alors que je me souvins de sœur Marie-Claire, une religieuse qui avait été ma professeure au lycée. Elle disait toujours que la porte du couvent était ouverte à toute femme dans le besoin, sans question ni jugement. Le couvent Sainte-Thérèse se trouvait à Marseille, assez loin de Lyon pour que papa ne me trouve pas facilement. J'achetai un billet aller simple pour Marseille et m'assis dans le train avec le cœur battant encore de façon désordonnée. Tandis que Lyon disparaissait par la fenêtre, je pensais à Matteo. À cette heure, il devrait déjà être arrivé à l'église. Les invités arriveraient, le prêtre se préparerait, les fleuristes feraient les derniers ajustements. Et papa inventerait quelque histoire pour expliquer mon absence. Peut-être dirait-il que j'avais eu un effondrement nerveux. Peut-être inventerait-il une maladie soudaine. Ou peut-être dirait-il simplement que j'avais fui par immaturité et peur de l'engagement. N'importe quelle version serait plus acceptable socialement que la vérité. Je touchai mon ventre de nouveau, encore plat, encore sans signes extérieurs de la vie qui grandissait là. Une vie conçue dans la violence et le traumatisme, mais encore innocente de toute culpabilité. Pour la première fois, je me permis de penser au futur immédiat. Où je vivrais, comment je me soutiendrais, comment je gérerais une grossesse seule. Les larmes revinrent, mais cette fois elles n'étaient pas seulement de douleur, elles étaient aussi d'un étrange soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris une décision complètement mienne, sans considérer les attentes ou demandes d'autres. C'était terrifiant,
mais aussi libérateur d'une façon que je n'avais jamais expérimentée. Le train se balançait doucement sur les rails français tandis que je me dirigeais vers un futur complètement incertain. Je ne savais pas ce qui m'attendait à Marseille, je ne savais pas comment j'expliquerais ma situation à sœur Marie-Claire, je ne savais pas comment je survivrais ni physiquement ni émotionnellement. Mais je savais une chose avec une certitude absolue, je ne reviendrai pas en arrière. Peu importe à quel point le chemin devant moi serait difficile, il ne pourrait pas être pire que la vie que je laissais derrière. Tandis que le train m'emmenait loin de la seule vie que j'avais connue, je fermais les yeux et, pour la première fois en des jours, réussis à respirer profondément sans sentir le poids écrasant de la peur. Le voyage le plus difficile de ma vie ne faisait que commencer, mais j'avais fait le premier pas. Et cela, en soi, était une victoire. Sœur Marie-Claire me reçut à la porterie du couvent sans poser une seule question sur pourquoi une jeune femme apparaîtrait seule, avec une petite valise et des larmes séchées sur le visage, comme si elle savait que certaines blessures sont trop profondes pour être exposées immédiatement à la lumière. Séraphine, dit-elle doucement, ses yeux bleus brillant de la même bonté dont je me souvenais de l'époque de l'école. Tu as l'air fatiguée, ma petite. Viens, nous allons trouver un endroit pour que tu te reposes. Le couvent Sainte-Thérèse était une oasis de paix au cœur agité de Marseille. Les couloirs de pierre résonnaient de siècles de prières silencieuses, et l'arôme de lavande des jardins intérieurs se mêlait à l'encens des chapelles. Pour la première fois en semaine, je sentis mes muscles se détendre, comme si les murs mêmes du couvent offraient protection contre les démons qui me poursuivaient. Sœur Marie-Claire me conduisit à une petite chambre mais accueillante au 2e étage. Un lit simple, un bureau en bois clair, une fenêtre qui donnait sur un jardin intérieur où d'autres femmes marchaient en silence contemplatif. C'était spartiate, mais il y avait une sérénité là que mon âme blessée absorba comme une éponge sèche absorbe l'eau. Tu resteras ici le temps qu'il faudra, dit-elle, posant doucement une main sur mon épaule. Tu n'as pas besoin de me raconter quoi que ce soit maintenant, ou jamais, si tu préfères. Mais si tu veux parler, je serai toujours disponible. Pour l'instant, repose-toi. Il y a des serviettes propres dans l'armoire et le dîner est servi à cette heure dans le réfectoire principal. Quand elle ferma la porte derrière elle, je m'effondrai sur le lit et pleurai comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance. Je pleurais pour la vie que j'avais perdue, pour l'avenir qui m'avait été volé, pour l'amour de Mathéo que je ne reverrais probablement plus jamais. Mais je pleurais aussi de soulagement, parce que j'étais finalement dans un endroit où personne n'exigerait d'explication ou une performance de normalité. Je dormis 14 heures d'affilée, un sommeil profond et sans rêve que mon corps épuisé exigea. Quand je me réveillai, le soleil du matin méditerranéen entrait par la fenêtre, et pendant quelques secondes bénies, je ne me souvins pas où j'étais ni pourquoi. Puis la réalité revint comme une vague froide, mais étrangement, cela faisait moins mal que la veille. Dans le réfectoire, je rencontrai les autres femmes qui avaient trouvé refuge au couvent. Il y avait Margot, une veuve de 40 ans qui avait perdu son mari dans un accident de travail et ne pouvait pas subvenir aux besoins de ses 3 enfants seuls. Élise, une jeune fille de 18 ans qui avait été chassée de chez elle pour être tombée enceinte hors mariage. Brigitte, une femme d'une 50aine d'années qui avait fui un mari violent après des décennies d'abus. Chacune portait ses propres blessures, ses propres secrets, sa propre version de désespoir qui l'avait menée jusqu'ici. Mais il y avait aussi une solidarité silencieuse entre nous, une compréhension mutuelle que nous avions toutes perdu une vie antérieure et tentions de construire quelque chose de nouveau à partir des fragments restants. Sœur Marie-Claire maintenait la maison en fonctionnement avec un mélange parfait de discipline aimante et de compréhension profonde de la nature humaine. Les matins commençaient par des prières optionnelles, elle ne forçait jamais la religiosité sur personne, mais offrait la structure à qui la voulait. Puis venait le travail, cuisiner, nettoyer, s'occuper des jardins, ou aider à l'école primaire que le couvent maintenait pour les enfants nécessiteux du quartier. Je me portais volontaire pour aider à la bibliothèque, cataloguant les livres donnés et aidant les sœurs plus âgées avec la correspondance. Le travail me donnait un but et, plus important, gardait mon esprit occupé pendant les longues heures où, autrement, je ressasserais les horreurs que j'avais laissées derrière. Ce fut après 2 semaines au couvent que je réussis finalement à raconter mon histoire à sœur Marie-Claire. Nous étions dans le jardin intérieur un après-midi chaud de novembre, elle tricotant un châle pour une des femmes qui attendait un bébé, moi l'aidant à dérouler les pelotes de laine. Sœur, commençai-je hésitante, puis-je raconter quelque chose de terrible qui m'est arrivé? Elle arrêta de tricoter et me regarda avec une attention totale. Bien sûr, ma chérie. Je suis là pour écouter. Les mots sortirent peu à peu,
entrecoupée de larmes et de pauses longues où j'avais besoin de rassembler mon courage pour continuer. Je racontais papa, la nuit terrible, la grossesse, la fuite du mariage. Sœur Marie-Claire écouta tout en silence, son visage exprimant la compassion mais pas le choc, comme si elle avait déjà entendu des histoires similaires de nombreuses fois auparavant. Quand je terminai, elle posa son tricot de côté et prit mes mains entre les siennes, calleuse par des décennies de travail et de service. Ma petite Séraphine, dit-elle doucement, tu as été très courageuse. Fuir était la bonne chose à faire. Et maintenant tu dois décider ce que tu veux faire à partir de maintenant. Je ne sais pas si je peux élever un enfant seul, chuchotai-je. Surtout un enfant, conçu de cette façon. Chaque fois que je la regarderai, je me souviendrai. Ou peut-être, dit-elle gentiment, chaque fois que tu la regarderas, tu te souviendras de ta propre force. Tu te souviendras que tu as réussi à transformer quelque chose de terrible en quelque chose de nouveau, quelque chose à toi. Dans les jours suivants, sœur Marie-Claire m'aida à penser pratiquement à l'avenir. Elle connaissait des familles à Marseille qui avaient besoin de gouvernantes ou de tutrices. Elle connaissait des sages-femmes discrètes qui pourraient suivre ma grossesse sans poser de questions sur le père de l'enfant. Et plus important, elle connaissait des avocats qui pourraient m'aider si papa tentait de me forcer à revenir. Tu es majeur, me rappela-t-elle. Légalement, il n'a pas le droit de te forcer à quoi que ce soit. Mais les hommes comme ton père ont d'autres façons d'exercer le pouvoir. Nous devons être préparés. Comme si elle avait conjuré la situation en la mentionnant, 3 jours plus tard nous reçûmes la visite que je redoutais tant. J'aidais à la cuisine quand une des novices vint m'avertir qu'il y avait 2 hommes à la porterie qui demandaient après moi. Mon sang se glaça instantanément. Je regardai par la fenêtre de la cuisine et vis papa debout devant les grilles du couvent, vêtu de son meilleur costume, accompagné d'un homme que je reconnus comme maître Dubois, l'avocat de la famille. Il semblait furieux, mais tentait de maintenir une façade de respectabilité. Sœur Marie-Claire apparut à mes côtés. C'est lui. J'acquiesçai, incapable de parler. Tu veux le voir? Non, chuchotai-je. Je ne peux pas. Alors tu ne le feras pas. Laisse-moi faire. Elle sortit pour leur parler tandis que je me cachais dans la chapelle, agenouillé sur un banc du fond, tremblant comme une feuille. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais imaginer. Papa exigeant mon retour. Sœur Marie-Claire refusant poliment. Des menaces voilées sur le scandale et la réputation. La fermeté sereine de la religieuse face à la tempête masculine. Après presque 1 heure, j'entendis la grille se fermer et des pas s'approcher de la chapelle. Sœur Marie-Claire s'assit à côté de moi sur le banc. Ils sont partis, dit-elle simplement. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Que tu es une femme adulte qui a pris ses propres décisions, et que ce couvent ne livre pas les personnes sous sa protection contre leur volonté. Ton père n'a pas aimé, mais légalement il ne peut rien faire. Il reviendra, dis-je avec certitude. Il n'abandonnera pas comme ça. Peut-être. Mais la prochaine fois nous serons encore mieux préparés. Ce soir-là, sœur Marie-Claire me présenta à maître Dubois, sans lien de parenté avec ma famille, un avocat spécialisé dans les droits des femmes, une spécialité rare et précieuse à cette époque. C'était un homme gentil d'une 60aine d'années, qui avait dédié sa carrière à aider les femmes dans des situations désespérées. Mademoiselle Séraphine, dit-il après que j'eus raconté mon histoire, votre situation est légalement claire mais socialement compliquée. Vous avez le droit absolu d'être ici, de refuser le contact avec votre famille, de prendre vos propres décisions reproductives. Mais votre famille a des ressources et une influence qui peuvent rendre votre vie difficile. Il m'expliqua que papa essaierait probablement d'utiliser mon « instabilité mentale » comme justification pour me forcer à revenir. Qu'il pourrait répandre des histoires sur ma « nature fantasque » pour miner ma crédibilité si j'essayais de l'accuser publiquement. La stratégie la plus sûre, conseilla-t-il, est de construire une nouvelle vie ici, sous un nom différent si nécessaire, et d'éviter toute confrontation légale directe à moins que ce ne soit absolument essentiel. Ce fut une conversation effroyablement pratique sur comment disparaître de sa propre vie antérieure. Comme si j'étais une personne dans un programme de protection des témoins, sauf que je me protégeais de ma propre famille. Dans les semaines suivantes, je commençais à accepter du travail à mi-temps comme professeure particulière pour les enfants de familles bourgeoises de Marseille. Sœur Marie-Claire me recommandait comme une jeune femme éduquée qui avait déménagé de la campagne pour des raisons personnelles, une histoire vague mais acceptable qui ne soulevait pas beaucoup de questions. Le travail me donna un but et une indépendance financière,
même modeste. Plus important, il me donna une identité au-delà de « fille de Bastien Dubois » ou « victime d'abus ». J'étais Séraphine, professeure, femme qui avait choisi son propre chemin. Ma grossesse commença à montrer des signes à la fin décembre. Nausées matinales qui me laissaient pâle et étourdie, une sensibilité extrême aux odeurs, une fatigue profonde qu'aucune quantité de sommeil ne pouvait guérir. Mais aussi, à ma surprise, des moments de connexion inattendus avec la vie grandissant en moi. Une nuit, tandis que j'étais allongée dans le lit en lisant, je sentis le premier mouvement distinctif, une petite ondulation qui ne pouvait être confondue avec rien d'autre. Je posai ma main sur mon ventre et, pour la première fois, je pensais à l'enfant non pas comme le produit d'un traumatisme, mais comme une personne individuelle que je protégeais et nourrissais. « Salut, petit » chuchotai-je dans l'obscurité. Je ne sais pas encore comment nous allons faire ça, mais nous le découvrirons ensemble. C'était le début janvier quand nous reçûmes la deuxième visite. Cette fois ce ne fut pas papa, mais maman. Elle arriva seule un après-midi pluvieux, semblant avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Son visage, toujours soigneusement maquillé, était nu et marqué par des larmes récentes. Sœur Marie-Claire vint m'avertir, mais cette fois je dis que je lui parlerais. Nous nous rencontrâmes dans un des salons de visite du couvent, assises sur des chaises en bois devant une cheminée crépitante. « Séraphine » commença maman, sa voix brisée, « s'il te plaît, rentre à la maison. Ton père, il n'a pas été le même depuis que tu es parti. Et Mathéo, pauvre Mathéo est dévasté. Il t'aime encore. Vous pouvez encore vous marier. » Maman, dis-je gentiment mais fermement, tu sais pourquoi je suis partie. Et tu sais que je ne peux pas revenir. Elle commença à pleurer silencieusement. Je ne veux pas croire. Je ne peux pas croire que ton propre père. Mais tu crois, dis-je doucement. Au fond de ton cœur, tu sais que c'est vrai. Tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de mal dans la façon dont il me regardait, n'est-ce pas? Tu as juste choisi d'ignorer parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité. Maman sanglota ouvertement alors, des décennies de déni et de complicité silencieuse s'effondrant finalement. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû être une meilleure mère. Je me levai de ma chaise et m'agenouillai à côté de la sienne, tenant ses mains tremblantes. Tu étais aussi sa victime, maman. Juste de façon différente. Il te contrôlait autant qu'il me contrôlait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Demanda-t-elle désespérément. Comment je rentre à la maison en sachant ce que je sais? C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre pour elle. Chaque femme devait trouver sa propre façon de traiter la vérité sur les hommes qui les avaient trahis. Certaines, comme moi, fuyaient. D'autres restaient et apprenaient à naviguer autour du danger. Il n'y avait pas de bonne réponse, juste des choix difficiles avec des conséquences qui duraient toute une vie. Maman resta 3 jours. Elle rencontra les autres femmes au couvent, aida à la cuisine, assista aux prières du soir. Le dernier jour, elle me donna une enveloppe pleine d'argent, ses propres économies secrètes qu'elle avait gardées au fil des ans. Pour l'enfant, dit-elle simplement. Pour mon petit enfant, qui mérite une vie meilleure que n'importe laquelle d'entre nous n'a eue. Quand elle partit, je sus que je ne la reverrais probablement pas pendant longtemps, peut-être jamais. C'était le prix de la liberté, perdre non seulement les abuseurs, mais aussi ceux qu'on aimait qui choisissaient de rester dans le monde qu'on laissait derrière. Mais pour la première fois depuis que j'avais fui Lyon, je sentis que j'avais fait la paix avec mon passé. L'avenir était encore incertain, mais j'avais maintenant une base solide de soutien, des ressources modestes mais suffisantes, et plus important, une compréhension claire de qui j'étais et de ce que je voulais pour moi et pour mon enfant. Le voyage le plus difficile était encore à venir, mais je ne fuyais plus seulement l'horreur, je marchais vers quelque chose de nouveau, quelque chose à moi, quelque chose que je construirais de mes propres mains. Quand les contractions commencèrent un matin pluvieux de mai, j'enseignais les mathématiques au petit Pierre, fils de 8 ans d'une famille de commerçants, quand une douleur lancinante me traversa comme un éclair et je compris que ma fille avait décidé qu'il était temps de connaître le monde. L'accouchement dura 18 heures. 18 heures de douleur physique qui, étrangement, me parut presque purificatrice comparée à la douleur émotionnelle que j'avais portée les 9 derniers mois. Sœur Agnès, qui avait travaillé comme sage-femme avant de prononcer ses vœux, resta avec moi tout le temps, tenant ma main, chuchotant des prières et des mots d'encouragement. Respire, Séraphine. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Cette douleur a un but, elle apporte la vie au monde. Quand j'entendis finalement le premier cri de Camille, oui, je l'appelais Camille,
qui signifie « parfaite ». Quelque chose de fondamental changea en moi. En tenant ce petit être rouge et criant contre ma poitrine, je réalisais que je regardais non pas un rappel de traumatisme, mais la chose la plus pure et innocente qui avait jamais existé dans ma vie. Elle avait les yeux bleus les plus clairs que j'ai jamais vus, comme des morceaux du ciel de Provence, et quand elle agrippa mon doigt avec sa petite main minuscule, je sentis comme si mon cœur s'étendait pour accueillir un amour que je ne savais pas possible. À ce moment, toutes les décisions que j'avais prises, la fuite, l'isolement, l'incertitude, tout se justifia complètement. « Salut, mon petit ange », chuchotai-je contre son front doux. « Je suis ta maman, et je vais te protéger pour toujours. » Sœur Marie-Claire entra dans la chambre peu après, ses yeux brillants de larmes de joie. « Elle est magnifique, Séraphine. Absolument parfaite. »« Elle est à moi », dis-je simplement, émerveillé par la vérité absolue de ces mots. J'ai finalement quelque chose qui est complètement à moi. Les premiers mois avec Camille furent un flou de nuits sans sommeil, d'allaitements constants, et d'une courbe d'apprentissage raide sur la maternité. Mais ils furent aussi les premiers mois en année où je me sentis véritablement heureuse. Chaque sourire de Camille, chaque étape de développement, chaque moment de connexion entre nous était comme un petit miracle. Les autres femmes du couvent tombèrent amoureuses d'elle aussi. Margot, qui avait perdu la garde de ses propres enfants pour des problèmes financiers, passait des heures à bercer Camille et à chanter des berceuses en dialecte provençal. Élise, qui avait donné son bébé à l'adoption, trouva une forme de guérison en s'occupant de Camille quand j'avais besoin de travailler. Mais ce fut Brigitte qui me donna le conseil le plus précieux. Un après-midi, alors que je luttais avec la culpabilité d'élever Camille sans père, elle s'assit avec moi dans le jardin et partagea sa propre sagesse douloureusement acquise. « Séraphine », dit-elle, ses mains calleuses par le travail tissant une couverture colorée, « parfois les meilleures familles sont celles qu'on crée, pas celles dans lesquelles on est. Camille a quelque chose que beaucoup d'enfants avec deux parents n'ont jamais, une mère qui a choisi consciemment de l'amener au monde et de l'aimer inconditionnellement. Mais si elle demande pour son père, qu'est-ce que je dis? Tu dis la vérité appropriée pour son âge. Qu'elle a été conçue par quelqu'un qui t'a fait du mal, mais que tu l'as protégée et as choisi de lui donner une vie pleine d'amour. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le pense quand ils sont véritablement aimés. Quand Camille eut 6 mois, je pris une décision que j'avais considérée pendant des semaines. Je voulais nous donner un nouveau départ complet, loin non seulement de Lyon mais de la France entière. J'avais entendu parler d'opportunités de travail pour des gouvernantes françaises éduquées en Suisse, où les familles riches valorisaient la culture française pour éduquer leurs enfants. Maître Dubois m'aida avec la paperasserie nécessaire pour obtenir des documents d'identité pour moi et Camille qui ne mentionnaient pas mon père. Officiellement, je devins Séraphine Moreau, veuve, mère célibataire cherchant un nouveau départ après la mort tragique de son mari dans une épidémie de grippe. C'est un pieux mensonge, dit Maître Dubois, qui protégera autant vous que Camille de questions inutiles. En Suisse, personne ne connaît votre vraie histoire. Vous pouvez toutes les deux être qui vous choisissez d'être. L'adieu au couvent fut émotionnellement dévastateur. Sœur Marie-Claire était devenue plus qu'une mentor, elle était la mère que j'aurais voulu avoir, la figure maternelle qui m'apprit que l'amour véritable ne fait jamais mal, ne manipule jamais, n'exige jamais la soumission silencieuse en échange d'affection. Tu auras toujours un foyer ici, dit-elle, m'embrassant à la gare pendant que Camille dormait paisiblement dans mes bras. Peu importe ce qui arrive, tu peux toujours revenir. Mais je suis sûre que vous deux allez prospérer là-bas. Tu es devenue une femme d'une force extraordinaire. Seulement parce que tu m'as montré comment. Non, ma chérie. La force a toujours été en toi. Je t'ai juste aidé à la trouver. Genève était un monde complètement différent. Propre, organisé, prospère d'une façon qui faisait paraître Lyon provincial. Je trouvai rapidement un emploi avec la famille Zimmermann, banquier suisse qui avait 3 enfants et voulait une gouvernante française pour leur enseigner la langue et raffiner leurs manières. Frau Zimmermann était une femme pragmatique de 40 ans qui me jugea entièrement sur ma compétence et mon éducation. Quand j'expliquai que j'étais veuve avec une petite fille, elle dit simplement « Les enfants s'adaptent les uns aux autres. Tant que Camille est bien élevée et que vous gardez votre vie personnelle séparée du travail, je ne vois pas de problème. » Nous trouvâmes un petit appartement dans le district de Carouge, 2 chambres modestes mais propres avec des fenêtres qui donnaient sur les Alpes au loin. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui était complètement à moi et à Camille. Sans règles imposées par d'autres, sans horaires dictés par des traditions familiales, sans peur de palourd dans le couloir la nuit.
Camille s'épanouit en Suisse. Elle commençait à marcher quand nous déménageâmes, et bientôt elle explorait notre nouveau foyer avec la curiosité intrépide d'un enfant qui se sent en sécurité. Ses premiers mots furent « maman » et « non ». Une combinaison qui me fit rire et me remplit de fierté en même temps. Elle apprenait qu'elle avait sa propre voix. Le travail avec les Zimmermann était challenging mais gratifiant. Enseigner le français et l'histoire européenne à France, Emma et Klaus me donna un but intellectuel qui m'avait manqué. Plus important, cela me prouva que je pouvais réussir professionnellement par mes propres mérites, pas par des connexions familiales ou une approbation masculine. Ce fut durant ma 2e année à Genève que je reçus la lettre que j'attendais et redoutais en même temps. Elle arriva dans une enveloppe simple, envoyée par Maître Dubois pour éviter d'être tracée directement. Elle venait de maman. La lettre était courte mais pleine d'informations qui changèrent tout. Ma chère Séraphine, j'espère que cette lettre te trouve bien et heureuse. J'ai des nouvelles importantes à partager. Ton père a eu une crise cardiaque en mars et est décédé 3 jours après. Je sais que cela doit t'apporter des sentiments compliqués. Plus important, tu dois savoir que Matteo n'a jamais cessé de t'aimer. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais abandonné l'espoir que tu reviennes. Après les funérailles, il m'a approché et a demandé que je lui raconte toute la vérité sur pourquoi tu es partie. Je lui ai dit, Séraphine. J'ai tout raconté. Il a pleuré avec moi cet après-midi-là, non pas d'horreur ou de dégoût, mais de douleur de n'avoir pas su comment te protéger. Il a dit qu'il t'aimerait indépendamment de quoi que ce soit, que ce qui s'est passé n'a pas changé ses sentiments d'un iota. Je ne te demande pas de revenir. Je comprends que tu as construit une nouvelle vie. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir que tu as des gens qui t'aiment inconditionnellement ici aussi, si tu veux jamais revenir. Avec tout mon amour et mes regrets pour les années que nous avons perdues, maman, je restais assise à la table de la cuisine pendant des heures après avoir lu la lettre, Camille jouant joyeusement à mes pieds avec des blocs en bois. Papa était mort. L'homme qui avait hanté mes cauchemars, qui m'avait volé l'innocence et forcé à fuir, n'existait plus. Je m'attendais à ressentir du soulagement, peut-être même de la joie. Au lieu de cela, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de liberté. Tristesse pour la fille que j'étais, qui n'avait jamais eu la chance de confronter son abuseur et de trouver la justice. Mais aussi liberté de savoir que je n'aurais plus jamais besoin de regarder par-dessus mon épaule, plus jamais besoin de craindre qu'il apparaisse pour revendiquer le contrôle sur ma vie ou celle de Camille. Quant à Matteo, mon cœur se serra en pensant à lui. 5 ans avaient passé. 5 ans durant lesquels il était resté fidèle au souvenir de l'amour que nous partagions. Une partie de moi voulait courir de retour à Lyon immédiatement, me jeter dans ses bras et essayer de reconstruire l'avenir qui nous avait été volé. Mais alors je regardais Camille, maintenant une enfant de 2 ans avec une personnalité forte et une curiosité infinie, et je réalisais que je n'étais plus la même personne qui avait fui cette église il y a si longtemps. Je n'étais plus seulement Séraphine qui aimait Matteo. J'étais Séraphine Moreau, mère, professeure, femme indépendante qui avait construit une vie entière de ses propres mains. J'écrivis à maman quelques semaines plus tard, « Chère maman, merci de m'avoir dit pour papa et pour Matteo. Savoir qu'il a compris et pardonné signifie plus que je ne peux exprimer. J'ai construit une bonne vie ici pour moi et pour Camille. Elle grandit forte et heureuse, et j'ai trouvé la paix d'une façon que je n'ai jamais pensé possible. Peut-être qu'un jour nous reviendrons te rendre visite, mais pour maintenant, notre foyer est ici. S'il te plaît, donne mon amour à Matteo. Dis-lui que son pardon m'a libéré d'une façon qu'il ne comprendra probablement jamais complètement. Et dis que, si le destin le veut, peut-être que nos chemins se croiseront de nouveau quand le moment sera venu. Avec amour et gratitude, Séraphine, dans les années qui suivirent, nous établîmes une routine heureuse à Genève. Camille fréquenta l'école locale, apprenant le français, l'allemand et l'anglais avec une facilité naturelle. Elle grandit en une fille intelligente et confiante, posant toujours des questions, questionnant toujours, assumant toujours qu'elle avait le droit de prendre ses propres décisions, tout ce qu'on m'avait appris à ne pas faire. Le dimanche, nous faisions des pique-niques sur les rives du lac Léman. Camille construisait des châteaux de sable tandis que je lisais des livres empruntés à la bibliothèque municipale. Ces après-midi paisibles, avec ma fille riant et le soleil suisse réchauffant mon visage, étaient des moments de pur contentement qui me rappelaient que j'avais pris les bonnes décisions. Quand Camille eut 5 ans, elle me posa la question que je savais qui viendrait éventuellement. « Maman, pourquoi je n'ai pas un papa comme les autres enfants ?» Je m'assis avec elle sur le canapé de notre petit appartement, choisissant mes mots soigneusement. « Camille, tu sais comment parfois les gens se font du mal les uns aux autres.
Elle acquiesça solennellement, comme seul un enfant peut le faire. Eh bien, ton papa biologique m'a fait quelque chose de très mal avant que tu naisses. Quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Alors j'ai dû partir pour nous protéger, pour te protéger. Il était méchant? Demanda-t-elle avec la franchise directe des enfants. Oui, mon ange. Il était très méchant. Mais sais-tu quelle est la chose la plus importante? Que même si quelque chose de mal s'est passé, quelque chose de merveilleux en est sorti. Toi. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Camille réfléchit à cela un moment, puis se blottit plus près de moi. Je n'ai pas besoin d'un papa méchant. Tu me suffis, maman. À ce moment, je sus avec une certitude absolue que je lui avais donné exactement ce que j'avais promis ce jour-là à l'hôpital. Protection, amour inconditionnel, et la force de savoir qu'elle méritait les deux. Aujourd'hui, alors que j'écris cette histoire, Camille a 16 ans. Elle parle couramment 4 langues, veut étudier la médecine internationale, et rêve de travailler avec Médecins sans frontières aidant les femmes dans des situations difficiles partout dans le monde. Quand elle parle de son avenir, ses yeux brillent de détermination et de compassion, exactement les qualités que j'espérais lui transmettre. Parfois elle demande si j'ai des regrets sur les choix que j'ai faits. La réponse est toujours la même. Je ne regrette jamais d'avoir fui, de l'avoir protégé, d'avoir construit notre vie selon nos propres termes. Les cicatrices de ce que papa m'a fait sont encore là, elles y seront probablement toujours. Mais elles ne me définissent plus. Je me définis par la femme que je suis devenue, mère, professeure, survivante, combattante. Je me définis par la fille extraordinaire que j'ai élevée, par la vie que nous avons construite ensemble, par la paix que nous avons trouvée loin des ombres du passé. Et quant à Mathéo, eh bien, certaines histoires ont des fins ouvertes, et peut-être que c'est la plus honnête de toutes. L'amour véritable ne disparaît pas, mais parfois il se transforme en quelque chose de différent, gratitude, souvenir précieux, la certitude que nous avons été capables d'aimer et d'être aimés complètement, même si c'était pour peu de temps. Si vous écoutez cette histoire et reconnaissez votre propre douleur en elle, je veux que vous sachiez, vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui doit être fait malgré la peur. Parfois, la fuite est la forme la plus courageuse de combat. Il y a des façons de reconstruire une vie après qu'elle ait été brisée. Il y a des gens bienveillants dans le monde qui aideront sans juger. Il y a des possibilités de bonheur que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant, mais qui existent en attendant de l'autre côté des décisions les plus difficiles. Ne permettez à personne de vous convaincre que vous devez faire taire votre douleur pour maintenir la paix des autres. Ne laissez personne vous dire que pardonner signifie oublier, ou que famille signifie accepter l'abus. Vous méritez la sécurité, vous méritez le respect, vous méritez un amour qui ne fait jamais mal. Et si, comme moi, vous découvrez que vous portez une nouvelle vie conçue dans la violence, sachez qu'il est possible de transformer même cela en quelque chose de sacré. Un enfant n'est pas responsable des circonstances de sa conception, mais vous avez le pouvoir de l'entourer de tant d'amour qu'il ne doutera jamais de sa valeur. Camille m'a demandé récemment si j'aimerais revenir en arrière et changer quelque chose de ce qui s'est passé. Ma réponse l'a surprise. Je changerai la violence, bien sûr, mais je ne changerai pas le voyage qui nous a amenés jusqu'ici. Parce que chaque cicatrice, chaque larme, chaque nuit d'insomnie ont façonné non seulement qui je suis devenue, mais qui elle est devenue aussi. Elle est féministe avant même de savoir complètement ce que cela signifie. Elle questionne l'autorité automatiquement. Elle sait qu'elle ne doit rien à personne juste à cause de relations familiales ou d'attentes sociales. Elle comprend que son corps lui appartient, sa vie lui appartient, ses choix lui appartiennent. Ce sont des leçons que je n'aurais jamais pu enseigner si je n'avais pas appris de la façon la plus dure possible. Alors, pour toute femme écoutant ceci qui est piégée dans sa propre prison de tradition, de peur ou de manipulation familiale, vous pouvez sortir. Ce ne sera peut-être pas facile, cela peut exiger des sacrifices qui semblent impossibles, cela peut signifier perdre des gens que vous aimez pour vous sauver vous-même. Mais de l'autre côté de cette décision impossible existe une vie qui est véritablement vôtre. Il existe la paix. Il existe la possibilité de créer des familles basées sur l'amour au lieu du contrôle. Il existe la chance que vos filles grandissent en sachant qu'elles n'ont jamais besoin d'accepter moins que ce qu'elles méritent. Mon nom est Séraphine Moreau, et à 42 ans, je peux dire avec une certitude absolue que s'échapper a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas seulement pour moi, mais pour la femme extraordinaire que ma fille devient, et pour toutes les autres femmes et enfants qu'elle aidera tout au long de sa vie. Parfois, briser le cycle exige un courage qu'on sent ne pas posséder.
Mais il est là, en attente. Et quand vous le trouvez finalement, vous découvrez que vous étiez plus forte que vous ne l'aviez jamais imaginé. Ceci est mon histoire. Ceci est notre victoire. Et si vous avez besoin de permission pour sauver votre propre vie, je vous la donne maintenant. Vous méritez d'être libre. Vous méritez d'être heureuse. Vous méritez d'être aimée de la bonne façon. Et vous méritez d'écrire votre propre histoire de survie et de triomphe. Le premier pas est toujours le plus difficile. Mais c'est juste un pas. Et après celui-là, vient le suivant. Et puis un autre. Jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous ne fuyez plus quelque chose. Vous courez vers la vie que vous avez toujours mérité d'avoir. Cette histoire est dédiée à toutes les femmes qui ont trouvé le courage de briser les cycles d'abus, et à celles qui cherchent encore ce courage. Vous n'êtes pas seule. Vous êtes plus forte que vous ne le savez. Et vous méritez chaque moment de bonheur que vous réussirez à construire.